Nouvelle édition du débat sur la chaîne bleue, Canal de Info. Madame, merci, monsieur, merci d'être au rendez-vous, de nous prêter votre attention. De là où vous nous recevez, nous vous souhaitons de le faire dans de très bonnes conditions. Le débat ce soir, c'est une actualité qui a frappé d'un grand coup, n'est-ce pas, la planète tout entière. Il y avait déjà le 11 septembre 2001, c'était aux États-Unis, avec bien évidemment ces événements terroristes qui avaient meurtri alors la planète en ce moment-là. Il y aura désormais aussi le 13 novembre 2015, c'était cette fois-ci du côté de Paris, une nouvelle vague meurtrière qui a non seulement jeté l'émoi dans la capitale française, mais aussi attristé toute la planète entière. C'est vrai qu'entre 2001 et 2015, beaucoup d'autres attentats dans la même dynamique de cette vague meurtrière se sont déroulés sur l'espace planétaire, mais le choc était intense ce vendredi. Et voilà le prétexte principal de ce débat ce soir. Et pour en parler, nous aurons trois invités dans ce studio. Henri Diabaté, journaliste internationaliste à qui nous souhaitons la bienvenue dans ce studio. Merci Christian de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi de participer une fois de plus à ce grand moment de débat. Il faut comprendre que l'actualité française de ces derniers jours est si importante pour nous les Africains, pas seulement pour le monde entier, pour nous les Africains, parce que les problèmes sécuritaires sont à l'avant-garde des problèmes africains aujourd'hui, du devenir, de la destinée de l'Afrique. Ok, merci Henri, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau dans ce plateau. Nous espérons au cours de l'échange qui va suivre, n'est-ce pas, tirer de vous quelques éléments de compréhension, mais surtout qui nous permettront de voir si le monde entier, la planète, peut venir à bout de ce fléau. Ce sera une des principales interrogations que nous allons avoir au cours de cet échange. Deuxième invité, lui aussi, il nous fait l'amitié quelquefois d'être avec nous autour de ce plateau. Serge Espoir Matomba, c'est le premier secrétaire du PURS. Merci Serge d'être avec nous pour cet autre débat. Merci Christian. Bonsoir à mes copanélistes et puis un bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de Info. Voilà, c'est un plaisir. On va dire que le PURS, lorsqu'il regarde des événements comme cela, il se dit il faut vraiment faire quelque chose et il faut être un homme de pouvoir pour le faire. Il faut forcément, vous savez que malheureusement ou heureusement, la politique définit plus ou moins le bien-être dans une nation. C'est-à-dire que les acteurs politiques ont cette lourde responsabilité de garantir déjà la sécurité des citoyens. Et nous avons le devoir, n'est-ce pas, de nous impliquer et de veiller à ce que chaque citoyen, où qu'il soit vive véritablement dans de bonnes conditions. Vivement que vos ambitions deviennent de grandes réalisations. Et nous espérons que sous le sceau, n'est-ce pas, de votre gouvernail, on aura des solutions comme celle-là qui vont transcender les frontières du triangle national et impacter aussi la planète. Le troisième invité, c'est un enseignant sociologue, le docteur Charles Gadifna. Il est avec nous aussi dans ce studio. C'est la première fois. Il nous fait l'amitié d'être dans les studios de la chaîne Bleu Canal de Info. Merci docteur d'être avec nous pour cette autre édition du débat. Merci bien et je voudrais transmettre également mes salutations aux téléspectateurs nombreux de Canal Info. Si j'en fais référence à l'audience exponentielle de vos téléspectateurs et je voudrais également passer le bonsoir aux panélistes et d'emblée vous remercier de ce que vous avez choisi parmi tant d'autres compétences, ma personne, pour pouvoir déviser sur une actualité qui s'écrit plutôt en rouge. Voilà, une actualité qui s'écrit en rouge. Nous allons essayer de diluer un peu ce rouge en essayant de porter de l'espoir dans la réflexion, mais surtout dans la capacité à proposer des voies et moyens. Dieu seul sait que ce sont des petites voies, mais même ces petites voies-là peuvent aussi servir. On va donc avec vous, cher monsieur, rentrer de plein pied dans la problématique. Henri Diabaté, il y avait le 11 septembre 2001, cela fait beaucoup d'années. On a l'impression que la roue a tourné et que les événements se sont reproduits, peut-être pas sous la même forme, mais avec le même fond. Ben c'est clair, mon cher Christian. Il faut comprendre que ce qui s'est passé en 2001, aux États-Unis, en fait, ce n'est que la copie conforme de ce qui s'est passé en France. Peut-être qu'il y a eu beaucoup plus d'actes de violence, mais en fait, c'est qu'il faut comprendre que c'est la fin d'un monde. Les Occidentaux ont refusé de le comprendre. Ce monde qui a été bâti depuis les traités de Westphalie, renforcé par la conférence de Berlin, le traité de Yalta, il faut dire que ce monde est pratiquement mort. Ce monde où
les Occidentaux ont bâti, c'est-à-dire les Occidentaux ont bâti un monde dans une sorte de mystification. Et cette mystification ne marche plus. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut refaire le monde. Il faut refaire les arbitrages qui font la paix, l'équilibre du monde. Parce que je prends toujours un exemple, je dis toujours aux gens, regardez comment l'Amérique a fait pour dominer, les Occidentaux en général ont fait pour dominer le Moyen-Orient et prendre le contrôle de ses richesses. Aujourd'hui, on a vu une bande, une émission de télé autrefois dans les années 20 qui s'appelait Les Aventures de Lawrence d'Arabie et qui racontait, qui était incarné par Peter O'Toole, un acteur anglais, et qui racontait un peu les tribulations d'un agent secret anglais. Celui-ci racontait comment il a fait pour bâtir l'omniprésence de l'Angleterre dans cette partie du monde. Or, aujourd'hui, on ne peut plus, à force de s'amuser avec le diable, le diable a fini par contrôler l'Amérique, a empoisonné la vie de l'Occident. C'est pour ça que j'ai dit, il faut réclamer, je réclame à tort et à corps et à cri, de nouveaux arbitrages pour créer un nouvel équilibre, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. On y viendra, peut-être cela fera partie des solutions envisageables, n'est-ce pas, dans une quête de repositionnement, n'est-ce pas, des relations inter-États et interhumaines. Serge Espoir Matomba, on a l'impression, lorsqu'on regarde ces drames-là, que la mécanique terroriste s'appuie sur un certain nombre d'éléments, peut-être pas qui pourraient justifier l'atrocité et l'élan meurtrier, n'est-ce pas, de ces actes-là, mais des éléments qui demandent quand même à revoir un peu la structuration de nos sociétés. Obligatoirement, aujourd'hui le monde devient de plus en plus dynamique et il faut forcément avoir des visionnaires, si vous voulez, à la tête de nos différents États. Et avant d'arriver à votre question, j'aimerais dire qu'on peut ajouter 2 dates. Oui. Au 11 septembre, au 13 septembre, les étudiants massacrés au Kenya. Vous savez que c'était plus d'une centaine d'étudiants. Comme ce sont des Africains, évidemment, on n'en fait pas cas. On considère que... oui, on ajoute ceux du Nigeria et ceux du Cameroun. Ceux du Cameroun, évidemment. Il faut noter que de ces morts, plusieurs sont morts, évidemment. Ils sont beaucoup plus dénombrés que ceux qui sont morts hier, il y a quelques jours encore en France, mais on ne considère pas ces morts comme étant quelque chose de symbolique, si vous voulez, ou alors pouvant amener le monde à changer. Il faut déjà commencer à considérer cela aussi, parce que ce sont des dates importantes. Elles sont certes importantes pour nous, mais elles doivent aussi être importantes pour le monde entier. Donc, je vais dire qu'évidemment, il faut que la structuration de notre société change. C'est impératif. Il faut aller dans comprendre le fond, évidemment, de ce qui entraîne les réactions comme celle du terrorisme que nous pouvons constater aujourd'hui. Vous voyez qu'on va se limiter à une histoire d'ingérence. Mais l'ingérence a quelque chose de fondamental qui est d'abord économique. C'est-à-dire que ces puissances qui se retrouvent en train de se mêler des affaires de d'autres pays, c'est d'abord pour des besoins économiques. Et d'autre part, on a ce qu'on appelle l'industrie de l'armement, qui doit forcément exister selon certaines puissances, parce qu'ils sont les détenteurs des grandes fabriques. Des raisons voilées. Évidemment, il faut comprendre que si on veut véritablement la paix dans le monde, il faudrait qu'on arrête de fabriquer des armes. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Paris, voyez-vous les bombardements que la France... L'industrie de l'armement, comme aux États-Unis ou en Russie, est en train de s'accroître plutôt. C'est-à-dire que vous allez voir qu'aujourd'hui... On a des fondements commerciaux dans tout ce qui se passe. Évidemment. Il faut d'abord voir le fond économique dans tout ce qui se passe avant d'essayer d'analyser, de comprendre de façon... la mécanique meurtrière. Voilà. OK. Docteur Charles, on peut quand même s'interroger sur les mutations et les formes de ces actions. Vous, le sociologue, du regard avisé que vous avez de la société et même des transformations de ces sociétés-là,
C'est vrai que nous disent les spécialistes des questions terroristes, la modernisation de cet aspect de la chose a commencé en 68 avec la prise d'otage, n'est-ce pas, d'un avion israélite par l'OLP. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que de 68 à nos jours, on a connu des phases qui peuvent aujourd'hui permettre de comprendre, on va dire, cette espèce de pic, si on considère ça comme un pic, ce qui arrive au monde aujourd'hui? Disons que la logique de ce que nous voyons s'inscrit dans la marche normale des sociétés qui doivent partir d'un stade X à un stade Y. Par contre, l'approche sociologique et l'analyse purement sociale devraient s'en tenir à la qualité, à la dimension qualitative des mutations qui sont opérées. Sauf que dans le cas d'espèce, il faudrait noter que les changements technologiques de manière constructiviste s'accompagnent ou s'accommodent très mal des mutations d'ordre thanatologique, donc qui font plutôt l'éloge du vice, l'éloge du mal, l'éloge du sang, l'éloge du terrorisme. Il faudrait privilégier par contre dans cette approche les mutations d'ordre spirituel. Vous voyez bien que la marche économique du monde ne tend pas à accroître, à baisser plutôt la paupérisation. Donc je crois que c'est ces différents axes qui retouchent les fondements de la société et que nous assistons à des scènes de meurtre, à une montée exponentielle du terrorisme, justifie de l'actualité de ce monde. Alors aujourd'hui, de votre point de vue et de l'observation que vous faites, est-ce qu'on peut dire, pour la gouverne de nos téléspectateurs, que beaucoup plus que les mutations fondamentales sociétales dans la structure même de nos sociétés, on a l'élément spirituel que vous évoquez? Est-ce que cet élément-là prend le dessus sur tous les autres aspects qui conditionnent une vie sociétale? Bon, ben, je crois que chacun y va de son bord, puisque la religion, d'une manière générale, a été posée comme l'opium du peuple. L'interprétation, chacun en est dans ses libertés de la partager. Maintenant, entre les hiatus des religions traditionnelles que nous connaissons, celles intermédiaires ou bien subsidiaires qui défendent des intérêts inavoués, se pose quand même la question de la dimension, de la conception même divine. Est-ce que finalement, on croit à quelque chose de transcendantal qui devrait guider les actions, les opérations, les agirs, les pensées des êtres humains? C'est la question fondamentale, sauf que c'est une dimension religieuse. Chacun y va de son bord. Vous allez voir la montée des aspirations sectaires, des religions qui n'ont pas de soubassement à proprement parler. Donc je crois que c'est un peu cette boîte à Pandore qui fait éclore des énergies du mal, les énergies du bien. Avant peut-être de passer à Henri Diabaté, docteur, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des éléments de compréhension de cet extrémisme religieux qui semble aujourd'hui être, on va dire, on va dire la motivation principale qui anime quand même des personnes qui, au nom de leur foi, sont à même de créer autant de désastres? Est-ce qu'on peut comprendre ça sur le plan, on va dire, de la perception humaine? Je crois qu'au plan de la téléologie du mot foi, la conception, il n'y a pas d'interprétation unique ou bien univoque. La foi que vous avez n'est pas nécessairement celle de Serge et encore moins celle du copanéliste d'à côté. Donc, oui. La foi n'a pas une définition standard. Je crois qu'il y a une certaine polysémie qui entoure, puisque cela, vous voyez bien dans leur discours, ou dans leur ligne éditoriale, ils défendent bien une cause divine, puisque quelqu'un vous dira pour s'être explosé dans une foule, vous aspirez à aller directement au ciel et avoir peut-être des relations avec 70 veuves. Donc, je crois qu'il y a des idées qui émergent, mais maintenant, c'est au niveau du développement de l'intelligence de chacun, à concevoir la réalité de ce qui est. Très bien. En attendant de voir si cette réalité-là est perçue de la même façon par tous ceux qui se font exploser dans différentes parties de la planète, on va avec vous, Henri Diabaté, remonter un peu l'histoire. On sait que vous aimez bien ces questions historiques-là. Il y avait au départ on va dire des actes terroristes pour des révolutions. C'était déjà l'organisation pour la libération de la Palestine. On a eu aussi en Amérique latine, n'est-ce pas, des mouvements révolutionnaires avec des guérillas qu'on a considérés souvent un peu comme des actes terroristes. Quand vous observez tous ces éléments historiques-là qui ont fait le fondement finalement du terrorisme moderne, et ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a vécu aux États-Unis, en France, ce qu'on vit à Kolofata, à Maroua, au Nigeria,
De votre point de vue, qu'est-ce qui change? Il y a une seule chose qui change, c'est que tu fais bien de parler des mouvements terroristes d'autrefois, ce qu'on qualifiait des mouvements terroristes, qui étaient en fait des mouvements de libération nationale. Parce que si vous prenez un exemple, la bande comment... Chicago. Non, je vais parler de l'Amérique latine. Oui. De l'Amérique latine. En Amérique latine, c'est avant l'OLP. Hein. L'OLP, c'est très récent. On va dire la médiatisation à outrance a commencé à partir de il faut dire que c'est à partir de 70, l'opération Septembre Noir, où des Fidaïnes ont été massacrés à Amman, en Jordanie, que véritablement les Palestiniens se sont radicalisés et ont dit « nous, on va frapper Israël ». Donc, on a eu les premiers attentats, un détournement d'avion, puis le Munich, la prise d'otage des Jeux Olympiques à Munich en 72. Mais il faut dire que bien avant, il y avait des mouvements de contestation de l'ordre politique qui existaient en Amérique latine et qui revendiquaient quoi? Leur indépendance, qui revendiquaient la fin de l'oppression, la fin d'une certaine société, la domination d'une certaine société capitaliste. C'était souvent des mouvements de libération, surtout à caractère économique, qui se disaient il faut laisser que le capitalisme s'en aille. Donc, en fait, c'était ça. Bon, mais maintenant, les mouvements terroristes qu'on a aujourd'hui, dans les années 2000, il faut dire, qui sont en fait, je disais dans mon propos introductif, je parlais de la fin d'une société. C'est la fin d'une société, en fait. Voilà une société qui est en train de s'écrouler et personne ne veut voir qu'elle est en train de s'écrouler. Tu as posé tout à l'heure des questions au docteur, lui disant quel peut être le motif, le fondement de l'action de ces terroristes qui se réclament pourtant de Dieu, de la foi. Mais le problème fondamental, c'est qu'il faut comprendre que ce sont les problèmes économiques. Les problèmes économiques suggérés par une société en crise. La société n'existe plus. Le capitalisme sauvage, outrancier, a mis sur le carreau des millions de personnes. Et ces millions de personnes n'ont qu'un seul refuge, c'est la foi. Et cette foi est comment? Cette foi, ils sont manipulés dans cette foi. Parce qu'il faut comprendre, pour être initié à la foi, il y a des docteurs, c'est-à-dire il y a des maîtres qui vous amènent sur le chemin de la foi. Mais lorsque ces maîtres ont des idées tronquées, ces dangereux, sont manipulés par les pouvoirs politiques, ils conduisent plutôt des jeunes vers des actes dangereux. Parce que je me souviens d'une histoire, je crois que je regardais hier à la télé des Paroles et des Actes, une émission de France 2, et on racontait, et Mélenchon, un homme politique français, racontait l'histoire de cet écrivain qui disait que dans son village, il y a un imam qui avait voulu créer la faculté de théologie à Marseille, la faculté de théologie islamique à Marseille. Il s'est heurté à toute l'opposition de l'université. Il a dit que mais ce n'est pas vrai, vous n'allez pas amener l'islam à l'université. Pourquoi? Parce qu'on veut laisser les imams là, qui sont manipulés par Riyad, qui sont manipulés par le Qatar. Et eux, on va les laisser, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rapidement, comme ils sont contrôlés par l'État, au nom du contrôle de la religion, au nom du contrôle de la religion, on maîtrise les mosquées et l'État utilise ces gens. Il les manipule. Et est-ce que les États en Europe, par exemple, si vous prenez, on parle de la citadelle du djihad en Europe, c'est Molenbeek, c'est en Belgique. Les services secrets belges connaissent la filière djihadiste. Les services secrets français connaissent lorsqu'un gars part de la prison, de la santé ou de Fleury-Mérogis, il part pour faire le djihad au Yémen ou en Syrie. Les services secrets français savent quand est-ce qu'il part. Qui lui paye le billet d'avion? Ce qu'il fait là-bas. Lorsqu'il va grossir les rangs de l'État islamique, on sait. Et quand il revient, vous imaginez, et il revient où? Il revient dans son village où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas d'accès à l'école, où il n'y a pas de sécurité sociale. Il est évident qu'il se radicalise et il devient fou. Il devient incontrôlable. Donc ces monstres de Frankenstein-là sont créés même par l'Occident, qui utilise ces gars pour aller créer le désordre chez les autres. Et le désordre leur revient à la face. C'est-à-dire, on va dans un instant peut-être scruter quelques éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de la structuration même de ces mouvements. Serge Espoir Matomba, la mauvaise politique, nous dit Henri Diabaté, ou alors la mauvaise alliance entre la foi et la politique, est quand même un problème qui ressurgit. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le politique qui tronque la religion, effectivement?
Oui, je peux l'affirmer, sans doute. Vous savez, si je prends le cas du Cameroun, par exemple, on pourrait le citer en exemple, puisqu'il en est un très bon exemple. Vous voyez le degré d'appauvrissement aujourd'hui dans notre société. Et vous allez voir que les gens ont trouvé refuge dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus de boulot et ils croient en un miracle qui pourrait s'opérer par une prière X ou Y dans une église. Les femmes n'ont pas de mari, les hommes n'ont pas de femmes, les femmes n'ont pas d'enfants et autant de choses. Bon, ils n'ont pas les moyens de suivre, n'est-ce pas, un traitement dans un hôpital. Si vous voulez aller à la Kétini, il vous faut avoir le code. Si vous allez par-ci, et puis les cliniques fleurissent un peu partout, il faut avoir de l'argent pour payer une consultation à 10 000 francs. Et vous voyez que la société, chaque jour, et on a l'État qui est au-dessus, qui ne régule rien. C'est-à-dire chaque bailleur fixe son prix du loyer et puis vous êtes obligé de vivre dans une maison. Vous devez payer. Alors, vous transposez cette situation-là dans le contexte camerounais? Oui, pour mieux comprendre, ou alors pour mieux faire comprendre. Au niveau, n'est-ce pas, des salaires, vous avez l'État qui a démissionné, qui a dit à chaque employeur, vous pouvez négocier avec l'employé. Et comme ça, il n'y a pas une grille salariale bien établie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un taux de chômage très élevé. Les gens ont besoin du miracle pour réussir. Ils vont où? Dans les églises. Et aujourd'hui, on a un fleurissement des églises réveillées. Et comme des mosquées aussi. Bon, qu'est-ce que les gens attendent de ces leaders des églises? Vous voyez, quand le pasteur ou alors l'imam dit « nous pouvons faire ceci pour réussir », vous voyez seulement comment ces gens sont prêts. Bon, je ne veux pas parler de la vie de ces pasteurs, mais regardez combien ils sont prêts à s'investir pour uniquement les dires du pasteur. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la religion aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, manipulation, formatage, instrumentalisée. D'accord, si nous convenons que cela se passe au Cameroun, au Nigeria et bien ailleurs, en France, donc, pourquoi est-ce que dans ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec les attentats du 13 novembre dernièrement à Paris, pourquoi est-ce qu'on a l'impression finalement que dans tout le giron de l'Union européenne, la France est devenue une cible par excellence? Non, on ne peut pas avoir... Pourquoi pas Londres? Pourquoi pas Madrid? Écoutez, j'ai envie de comprendre. La France, d'une façon ou d'une autre, s'est inscrite dans une dynamique de gendarme du monde, si vous voulez. Donc la France dit, bon, c'est nous qui avons la bonne politique de gouvernance, c'est nous qui pouvons imposer notre politique de gouvernance dans pratiquement tous les pays. C'est nous qui avons le détecteur de la mauvaise gouvernance chez les autres. C'est nous qui pouvons intervenir parce que c'est ce qui se passe en fait. Vous dites que la France aurait repris aux États-Unis son rôle de gendarme du monde? C'est ce qui se passe depuis un certain moment. Quand la France prend l'initiative avec la Libye, prend avec la Côte d'Ivoire, prend avec la Centrafrique, prend l'initiative avec même la Syrie dont on parle aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser le débat sur ce qui s'est passé le 13 septembre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que c'est de l'extrémisme radical qui a poussé à ce que le 13 novembre se passe. Non, il ne s'agit pas de ça. Déjà, quand on réussit à voir que les kamikazes, même la plupart des kamikazes identifiés jusqu'à présent sont des Français. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils ont grandi dans un système qui les a formés, qui les a exclus à un moment donné et ils revendiquent que c'est un droit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Alors, on va vous permettre de terminer? Oui, c'est pour dire que aujourd'hui, le monde a besoin d'une mutation profonde. C'est une guerre économique qui se passe, voilée par plusieurs moyens. Mais c'est une guerre purement économique. Et il est important. Moi, je dis toujours que nous pouvons nous asseoir autour d'une table. Que je sois camerounais et dirigeant du Cameroun, qu'il soit français ou syrien, irakien, que nous puissions nous asseoir autour d'une table, nous discutons des intérêts de notre pays de façon égale, pas passer par d'autres chemins, parce qu'à la fin, ces personnes qui sont formées, encadrées par ces États, finiront par faire payer ces États le prix comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, docteur Charles, on a quand même, dans le discours qui est tenu autour de cette table, des responsabilités, on parle d'une raison fondamentale qui serait économique, des manipulations politico-spirituelles, mais il y a quand même que les conséquences sont énormes. Des générations certainement vont garder en image ces violences-là et peut-être être touchées sur le plan psychologique. De votre point de vue, comment est-ce qu'on pourrait gérer en termes de...
on va dire, de limitation de l'impact, n'est-ce pas, de tels dégâts, quand on s'imagine quand même qu'il y a des enfants, il y a des générations. Comment, sur le plan sociologique, on pourrait gérer ces méfaits et ces dégâts des actions terroristes que nous vivons aujourd'hui? Bon, disons que dans une approche globale, c'est d'abord des guerres, disons, asymétriques. Donc, nous ne pouvons pas, au plan calendaire, dire qu'à une époque précise, on va passer la main à cette guerre-là. Donc, je crois que le travail de fond, c'est le travail de conscientisation et puis d'éducation. Au-delà de la dimension économique, là, je voudrais prendre un peu de distance par rapport à l'analyse de Serge. Certes, l'approche économique est un fondement de ces fléaux, mais cette explication ne peut pas être unique. Par contre, l'approche économique intégrée dans cette dynamique voudrait plutôt ouvrir la brèche au recrutement, c'est-à-dire à la consistance ou à l'étalage du terrorisme sur la longue durée. Justement, on a l'impression que le discours est tellement digérable. On a l'impression que l'enrôlement des potentiels candidats à cette machine à tuer devient de plus en plus facile. Comment comprendre justement ce discours dont vous faites allusion? Donc l'économie devient dans cette mesure-là le levier et le levain dans une approche d'accroissement du mal. Or, nous sommes encore à la limitation même de ce mal. La preuve, c'est que ceux qui s'exercent à ces actes de terrorisme ne justifient pas d'une pauvreté à la limite économique. Parce que c'est des gens qui justifient quand même d'un certain fonds pour être logés quelque part. Ils ne relèvent pas de la basse classe, comme le dirait Karl Marx. Je crois que l'enjeu, peut-être, comme Karl Marx lui-même le disait, peut-être la superstructure, condition de la superstructure, donc l'économie détermine le politique. Il faudrait plutôt lire les enjeux politiques du contrôle du monde dans une approche ethnico-religieuse. Donc, forcément, l'économie, vous dites, mais pas une économie qui soit à même de dominer l'intention politique de domination. Je crois que c'est plutôt des actions de changement de pôle de la pensée. À un moment, je crois que c'était les Européens qui essayaient, comme le disait tout à l'heure encore Serge, qui essayaient d'être les gendarmes du monde. L'Amérique, maintenant, il y a une transposition vers la France. Il y a des approches arabes qui tentent de contrebalancer le poids de l'Europe en contrôlant certaines actions, en contrôlant certains territoires, en manœuvrant certains déclics pour arriver à mettre à mal le pouvoir absolu dévolu à l'Europe. Alors, si on s'en tient à ce que le docteur nous explique, vous plancherez pour une guerre véritable de civilisation, Henri Diabaté? Non, je ne vais pas jouer les Samuel Huntington, qui parlait du choc de la civilisation. Mais moi, je dis qu'il y a un véritable problème. Tout à l'heure, tu as demandé à Serge, pourquoi on s'attaque à la France? C'est qu'il faut comprendre, la France abrite la plus grande communauté musulmane en Europe. C'est-à-dire hormis l'Union soviétique. Si on considère que l'Union soviétique, la Russie, ce n'est pas un pays d'Europe. Bon, ensuite, la France a un modèle de développement qui s'appelle l'assimilation. Si vous allez en Angleterre, vous allez trouver des policiers anti-urbanés. Vous allez trouver des femmes qui portent le voile sans que cela ne pose un problème de société. Mais en France, quand il y a le... Oui, en France, c'est impossible, c'est l'assimilation. Voilà. Or, la France aujourd'hui, ce qui s'est passé le 13 novembre, c'est un problème français. C'est un problème franco-français. C'est un problème franco-français en ce sens que c'est un problème de l'échec, la faillite d'une société, d'un projet de société. Mais on a quand même l'État islamique revendiqué corps et âme. C'est très facile, c'est très facile. C'est une attitude de récupération. C'est une attitude de récupération. C'est vrai, ces gars ont pu bénéficier de la logistique venant de l'État islamique. C'est vrai, on cite des noms. On dit qu'ils ont été en contact avec certains éléments de l'État islamique de Daesh. Cela peut être vrai, mais toujours est-il qu'il y a un problème en France, c'est que quand tu t'appelles Mohamed ou Tatinkou, tu ne peux pas avoir le travail. Quels que soient tes diplômes, tu ne peux pas avoir le travail. Xénophobie, racisme... Or, justement, le problème, c'est qu'il y a une violence dans les banlieues qui est telle que... Vous savez de quoi vous parlez? Il y a une violence dans les banlieues telle que quand on nous dit il y a 100 000, il y a disons 10 millions de chômeurs en France, vous pensez il y a au moins 8 millions qui sont africains, des Maghrébins, les Noirs.
Mais les Noirs français. Mais la France les a quand Vous même aimez, accueillis. oui, la France les a accueillis, mais la France ne les a pas intégrés. Si vous regardez la première Ont-ils vague... voulu s'intégrer? Ben, ça dépend. La première vague des Harkis, c'est-à-dire Les Algériens. Voilà. La première vague des Harkis est restée 20 ans, sans possibilité d'intégration dans la société française. Il a fallu la marge des beurs pour que au début des années 80, pour que SOS Racisme dise il faut le droit de vote. Et Mitterrand a consenti le droit de vote à ce qu'on appelle aux étrangers. C'est clair que vous avez une situation où des familles n'ont pas, des familles entières n'ont pas eu la nationalité, ou bien ont eu la nationalité, mais sont considérés comme des Français de seconde zone. Leurs rejetons qui n'ont pas le travail, qui n'ont pas pu aller à l'école, que font-ils? Ils sont obligés de se jeter dans cette sorte d'exutoire, c'est-à-dire la violence. La violence aveugle pour essayer de résoudre une situation. Je veux reprendre un autre cas, celui de l'Égypte. Celui de l'Égypte. Vous voyez que celui de l'Égypte est semblable à celui de l'Irak, semblable à celui du Qatar, de l'Arabie Saoudite. Les Occidentaux, au lieu, ils ont trouvé des populations qui vivent un mode de vie séculaire. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont plutôt voulu, dans le souci de maîtriser les ressources, donner des gages, des garanties à des monarchies médiévales, à des dictatures dangereuses, au détriment du peuple, de la masse. En Égypte, ils ont armé l'armée, ils ont armé l'armée pour renverser le roi et installer une autre dictature à la place de celle du roi. Aujourd'hui, on diabolise les frères musulmans en disant qu'ils sont dangereux. Mais qui sont les plus dangereux de l'armée, les frères musulmans? D'ailleurs, le premier crime politique de l'Afrique indépendante, c'est le patron des frères musulmans, Hassan el-Banna, qui a été assassiné par l'armée égyptienne. C'est la preuve qu'au lieu de bâtir un véritable projet authentique, un projet authentique basé sur la culture de ces gens, cette culture islamo-arabe, qui peut permettre aux populations de se reconnaître dans le projet politique, ils ont plutôt créé de sortes de dictatures médiévales qui veulent contrôler le monde. Et après, on est étonné lorsque le peuple, qui n'a aucune issue, on est étonné que le peuple se rue vers, le peuple est obligé de trouver les voies pour se défendre. Parce qu'en fait, c'est un problème de défense. Le peuple veut se défendre contre une dictature abjecte, contre un effet politique affligeant. C'est ça véritablement le problème. C'est pour ça que je dis c'est un problème de société. C'est un modèle de société qui a échoué. Changez le modèle de société là et vous verrez que le monde va se porter bien. Ce n'est pas un problème d'armes. Les armes, ça va finir. Le problème véritable, c'est un projet de société. Alors, docteur Charles, si on va peut-être convenir avec Henri Diabaté qu'on est en face d'un véritable problème de société, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la main de l'homme et peut-être même aussi cette absence de solution dont on parle aux problèmes économiques de l'homme sont en train de prendre le dessus sur les mécanismes traditionnels qui façonnent souvent nos sociétés? Disons, nous n'allons pas occulter la dimension économique. Toujours est-il que s'il y a de la suffisance, personne ne penserait à développer des idées vicieuses. Mais je relativise toujours cette approche économique. L'économique ne saurait à lui seul justifier la situation actuelle. Je crois qu'il y a, au-delà de l'économique, un égo politique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est des enjeux de contrôle du pouvoir, du monde d'une manière générale qui se posent, au-delà de la précarité, au-delà de la paupérisation, au-delà de l'indigence qu'on peut à foison déceler dans nos sociétés multiples. Je crois qu'il y a l'économique, certes, mais les enjeux davantage, me semble-t-il, sont d'ordre politique pour le contrôle du monde. C'est Espoir Matumba. On peut dire tout ce qu'on a en idée, n'est-ce pas, derrière ces attentats-là. Toujours est-il que quand on observe les méthodes quand même employées par ces terroristes, on est toujours en face d'un certain nombre d'interrogations, que ce soit du côté du Nigeria, du côté du Tchad, le Cameroun ici avec tout ce qu'on a connu, et aujourd'hui la France et bien d'autres situations. On se demande véritablement comment est-ce qu'on pourrait venir à bout de tels éléments, de telles catastrophes. Si vous étiez donné aujourd'hui d'avoir quelques éléments en termes de proposition, est-ce qu'il faudrait simplement distribuer les richesses à tout le monde pour que cela s'arrête?
Déjà, il faut comprendre qu'il faut forcément résoudre le problème à la source et qui est d'abord un problème d'éducation. Nous n'allons cesser de le dire. Vous savez, quand on réussit à éduquer son peuple véritablement, le peuple sait comment se comporter face à toute situation. Vous comprenez? Parce qu'il faut aller dans le fond. Quand vous regardez aujourd'hui d'une façon ou d'une autre tous ceux qui sont enrôlés, il faut comprendre, il faut regarder le degré d'éducation que ces derniers ont reçu et il faut même aller sur la qualité même d'éducation qu'ils ont reçue. Donc ça, c'est déjà une solution, une première solution. Donc maintenant, le mal est là, nous l'avons constaté, nous avons même fait des propositions en ce qui concerne le Cameroun. Voyez-vous, on vit dans une situation où on sait exactement où les soi-disant terroristes de Boko Haram passent pour entrer chez nous, c'est-à-dire on connaît les frontières, on sait exactement où ils se passent. Mais ce qui est très surprenant, c'est que chaque jour, il y a des entrées de ces derniers, chaque jour, il y a des décès, et ça n'émeut pratiquement pas les gens de Yaoundé. Quand je parle de Yaoundé, je parle de M. Biya et puis de sa bande. Vous voyez, nous sommes allés jusqu'à dire ceci. Pourquoi ne pouvons-nous pas construire un mur de ce côté-là et filtrer les entrées? Parce que c'est une frontière. Ça n'a pourtant pas empêché des attentats en Israël. Non, mais au moins ça ralentit les attentats. Voyez-vous, quand vous avez l'immigration, comme les Syriens qui ont décidé de l'immigration, si la bousculade de l'immigration. À quoi ça vous sert? Non, déjà à partir du mur, permettez-moi, à partir du mur, on peut contrôler, on peut contenir le mal et réussir à le neutraliser. Ce n'est pas négligeable, parce que chaque fois on vous dit, ils sont venus et ils sont repartis. Ils sont venus et ils sont repartis. Mais en même temps, on poste l'armée, ils arrivent à n'importe quel moment, nos soldats tombent, les populations, les civils tombent, les gens sont égorgés et les gens passent toujours par les frontières. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de construire un mur, par exemple? C'est une solution pour vous? C'est une solution. C'est une solution et c'est une solution. Vous n'allez donc pas vous énerver contre les Norvégiens et autres Serbes qui construisent des murs actuellement? Non, je ne saurais m'énerver. Il s'agit de la sécurité de leur pays. Il s'agit d'un problème interne de leur pays. Aussi. Donc, ici, la frontière, construire un mur ne veut pas dire qu'on empêche les gens d'entrer. On filtre les gens qui entrent. Ça ne veut pas dire que les marchandises ne circulent plus. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on filtre, on a plus de visibilité dans ce qui se passe. Mais quand tout est laissé, comme c'est le cas, vous êtes arrivé de ce côté-là dans nos frontières, mais vous ne pensez pas que c'est une frontière. C'est-à-dire que vous traversez, c'est normal, ce sont des pays qui... voilà, vous êtes dans le même pays, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes déjà de l'autre côté. Et le malheur vient de là. Oui. Parce qu'on sait qu'ils viennent par là, mais on peut réussir à limiter les dégâts. On peut réussir. Déjà, il faut commencer par l'éducation, comme j'ai dit. Revoir la qualité d'éducation, ramener un niveau de vie dans ces zones-là qui soit appréciable. Il est clair que, je le dis toujours, nous n'allons pas tous avoir le même niveau de vie. Mais au moins, nous pouvons tous avoir les mêmes possibilités de réussite. Très bien, c'est entendu. Avec vous, Henri Diabaté, on va rapidement faire le dernier tour parce que la régie nous fait des signes déjà. Il y a quand même aussi la question du financement de ces organisations terroristes qui sèment quand même beaucoup de moyens. Si on va simplement poser la question économique, cela demande beaucoup de fonds quand même pour réussir à tenir aussi tête, organiser et planifier tous ces... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le discours économique va s'effondrer quand on s'imagine comment est-ce que ces organisations-là sont financées? Mais c'est toute la problématique de ce terrorisme. Vous n'allez pas m'expliquer que lorsque le Cameroun, le Tchad, le Nigeria sont à bout de souffle, des États bien structurés, avec des armées efficientes, des armées professionnelles, sont à bout de souffle sur le plan financier. Pendant ce temps, on a une armée de soudards formée dans les madrasas, c'est-à-dire les écoles islamiques, qui arrivent à tenir tête à 4 armées régulières. Mais c'est qu'il y a un problème. Ils prennent cet argent parce que quand on sait qu'il faut faire manger les gens... Pour le conventionnel, là-bas les méthodes sont beaucoup plus asymétriques. Le problème, asymétrique, ça ne veut rien dire. Asymétrique, ça c'est un mot de l'école. Ça ne veut rien dire. Il y a un véritable problème. Un véritable problème, c'est qu'on a en face de nous des bandits et il faut les attraper. Vous parlez de guerre asymétrique. Vous adaptez à l'asymétrie. Oui, adaptez-vous à ça.
Mais c'est clair, le problème, utiliser les mêmes moyens. Utiliser les mêmes moyens que s'il faut tuer, couper aussi les têtes. Et qu'ils comprennent que couper les têtes, ce n'est pas bien. Là, ce serait clair. Nous ne nous mettons pas dans cette situation. Non, les droits de l'homme, ça n'existe que pour les faibles. Le droit de l'homme, ça n'existe que pour les faibles. Il n'y a pas de droit de l'homme à ce niveau-là, c'est à la guerre comme à la guerre. Mais soyons sérieux. Le véritable problème, c'est que quand vous voyez Daesh, par exemple Daesh, qui est présenté comme la figure tutélaire du terrorisme mondial, vous voyez Daesh, vous constatez curieusement que Daesh vend du pétrole. Daesh vend du pétrole et les gens achètent du pétrole. Il vend à qui? Et ils vendent le bien des pays qui se forment la coalition contre effectivement, ils vendent des pays à qui? Ils vendent des pays à qui? Aux États-Unis, à la France, à l'Angleterre. Mais soyons sérieux. Pas la même Turquie qui est frappée aussi. Et pas la même Turquie. Donc vous comprenez que c'est une organisation du mal, c'est l'empire du mal destiné à nous tromper. Ils ne peuvent pas nous tromper. Il faut que nous les Africains, on soit intelligents. On soit intelligents. Ne jouons plus les naïfs. Oui, on tire des leçons. Ne jouons plus les naïfs. Cherchons nos vrais amis. Nos vrais amis, ce sont nos intérêts. Très bien. Alors, on sort avec vous, docteur Charles. Vous parliez d'une volonté manifeste de contrôler le monde. Mais on remarque aussi qu'entre ces différents mouvements terroristes, ce n'est pas le grand amour. Al-Qaïda, Daesh, est-ce qu'on peut tenir aussi ce discours de contrôle du monde alors qu'ils s'effritent même aussi entre eux? Non, je crois que c'est des bonnes guerres. C'est tous les ailes dures de ce djihadisme ou de ce fondamentalisme religieux. Je crois qu'ils ne sont pas du même bord. Donc la guerre est peut-être intestine entre ces religions, mais toujours est-il que la problématique du contrôle du monde ne peut pas être occultée. Je voudrais peut-être, si vous le permettez, appuyer un peu les propositions savantes de Serge, parce que le problème de fond, je crois qu'au-delà des moyens qu'on peut mettre, l'arsenal technique qu'on peut mettre pour mettre un terme, si vous permettez la tautologie, à ce mal, je crois que l'éducation, elle est fondamentale. Et c'est une éducation qui doit se décliner au plan scientifique. Vous avez l'impression qu'ils arrivent en terrain formaté, sans Je aucune crois connaissance? qu'une éducation appuyée au plan scientifique, c'est-à-dire celle qu'on a à l'école, une éducation au plan religieux de nos religions, qui prêche, aucune religion au monde ne prêche d'ailleurs le mal. Donc, ces deux éducations couplées avec un développement des politiques sacerdotiques qui tendent à humaniser l'être humain, je crois qu'on peut arriver à bout de force. Voilà, cher monsieur, sur ces paroles du docteur Charles Gadifna, on va mettre un terme, n'est-ce pas, à cette autre édition du débat, le débat sur la chaîne bleue. Merci de nous avoir prêté votre attention. Serge Espoir Matomba était avec nous. Henri Diabaté était avec nous. Le docteur Charles Gadifna aussi nous a fait l'amitié d'être dans ce studio. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés. Les programmes se poursuivent sur la chaîne bleue avec beaucoup de plaisir. Nous serons là pour un autre rendez-vous très bientôt.